tous, je m'appelle Paul Guigou, je suis interne en 4e semestre d'anesthésie et réanimation, actuellement en stage en réanimation chirurgicale, et je vous présente aujourd'hui une stage junior que j'ai intégré effectivement le cours des soupires. Donc de quoi va-t-on parler avant de rentrer à proprement parler dans le sujet, je me permets d'initier cette présentation par un cas clinique qui parle d'une patiente de 57 ans qu'on voit en consultation d'anesthésie pour la prise en charge opératoire d'un myélosarcome paravertébral pour lequel un geste d'hémivertébrectomie droite est prévu. Aux antécédents pour cette patiente, en dehors d'une obésité grade 1 et par ailleurs d'une fibrillation atriale pour laquelle on a une stratégie de contrôle mûri par amiodarone et pas d'anticoagulation avec néanmoins une ETO opératoire qui est normale. Donc quelques mots justement des difficultés attendues sur le périopératoire, respiratoire en premier lieu, sur la nécessité d'une effusion pulmonaire avec une patiente par ailleurs en décutus ventrale et qui en plus présente une obésité, on l'a vu en premier temps, avec là aussi un autre champ de difficulté hémodynamique, un choc hémorragique qui est très probable et attendu compte tenu des rapports vasculaires assez nombreux, vous l'avez dit, avec l'aorte, la veine cave, qu'elle soit supérieure ou inférieure, ou la veine azygmoïde sur le côté droit du rachis, avec de fait toute une stratégie déjà d'appareillage et ensuite de monitorage pour prévenir et traiter le choc hémorragique qui pourrait survenir. Et enfin, de l'optimisation analgésique avec notamment l'exclusion de drogues très vasodilatrices comme pourrait l'être le Dexdor, qui pourrait venir compliquer la gestion hémodynamique de notre patiente. Donc arrive ce qui devait arriver, en l'occurrence un choc hémorragique avec, vous le voyez, un saignement abondant, un remplissage et une transfusion en regard, avec une patiente qui arrive avec une hyperlactatémie en salle de réveil, un tableau de surcharge clinique avec un tableau de sécrétion moncieuse par la sonde d'intubation et un aspect d'hypokinésie à l'échographie qui motive l'introduction d'un traitement inotrope positif par dobutamine. Vous êtes le lendemain en réanimation avec votre externe, donc je vous laisse choisir le nom, qui vous interroge sur globalement le maintien de cette dobutamine. Est-ce qu'on a intérêt à la maintenir? Est-ce qu'on a intérêt à la continuer à l'identique? Ce que je vous donne comme information, c'est la gazométrie artérielle et veineuse, l'aspect échographique qui décrit cette fois-ci avec le traitement inotrope positif plutôt une restauration de la cinétique et l'absence clinique de critères de précharge dépendante. Donc, je vous laisse peut-être digérer ces notions et ensuite on votera. Donc, qui voterait en premier lieu pour le maintien de la dobutamine à l'identique? Je n'ai pas le droit de voter. Donc, maintien de la dobutamine, arrêt de la dobutamine sans relais, notamment par une autre drogue de type amine, adrénaline, noradrénaline, j'ai même proposé dopamine. Donc, qui est plutôt pour l'arrêt de la dobutamine avec ou sans relais? Plutôt personne. Si, il y a une main qui s'est levée plutôt pour l'arrêt, avec un relais, j'imagine, plutôt par noradrénaline ou pas forcément? Plutôt. Donc on a une hyperlactatémie qui s'est plutôt amendée, effectivement, on est à 2,1. Qui est plutôt pour le maintien à l'identique de la dobutamine? J'ai 3 mains pour le maintien. La majorité votante est plutôt pour le maintien de la dobutamine. On va revenir dessus, mais c'est effectivement la réponse que je vous propose. Donc, à visée introductive, déjà, l'état de choc, sa prise en charge, elle est multiparamétrique, avec beaucoup d'éléments, dont des paramètres dérivés de l'oxygène, qui sont globalement les plus couramment utilisés. Néanmoins, on peut avoir un recours aux dérivés non pas de l'oxygène, mais du dioxyde de carbone, dont le gap CO2, qui va être le sujet de la présentation du jour, et qui a cet intérêt d'être un élément assez clé du métabolisme, et même plus que clé, assez final du métabolisme, et donc avec une possibilité d'approche à la fois de ces changements, anaérobiose versus aérobiose, et de par la survenue potentiellement d'un trigger métabolique sous-jacent, de vertu finalement de diagnostic sur la suite de la prise en charge de nos patients. Donc un rappel métabolique justement, avec d'une part une voie d'aérobiose, où on a un substrat qui soit glucidique et lipotidique, qui est mis en parallèle d'une consommation d'oxygène, VO2, qui elle-même est liée à une production de CO2 sous cette formule de VCO2 égale RVO2, où R, le coefficient respiratoire, peut varier, vous voyez, selon le substrat initial. En l'occurrence, il est de 1 pour le glucide. Le point important maintenant, c'est que quand on passe en anaérobiose, on n'est plus dans les mêmes voies métaboliques, on a une fermentation lactique, formation d'acide lactique, et plus de production d'O2, justement disponible, et donc plus de consommation d'O2, et donc plus de production de CO2 en regard sur cette formule de VCO2 égale RVO2. Pour autant, on a quand même une formation de CO2 anaérobique qui, en termes de proportion, on aura le temps d'y revenir, est moins importante que le défaut de production lié
à l'arrêt du métabolisme aérobie. On a parlé de production, parlons maintenant de transport. Globalement, le CO2 total, donc le contenu artério-veineux, le contenu vasculaire en CO2, c'est une somme de CO2 dissous, c'est appelé CO2 de la gazométrie, de CO2 sous forme de bicarbonate qui va participer au tamponnement de l'équilibre acide-basique, et enfin un CO2 lié aux protéines, en tête desquelles on citera l'hémoglobine. Il y a des paramètres d'interaction entre le contenu et la pression en CO2, dont l'un d'eux, qu'on appelle l'effet Haldane pour donner le nom propre, et l'impact de l'hypoxémie sur le contenu en CO2. Une baisse de l'O2 entraîne une augmentation du contenu à PCO2 constante. C'est un phénomène qui est physiologiquement connu. L'idée est qu'on a une fixation du CO2 à l'hémoglobine ou au capillaire veineux finalement des organes pour avoir un transport jusqu'à l'échangeur pulmonaire et exsuffler le CO2. Un autre paramètre de variabilité, c'est l'équilibre acide-basique, avec, vous voyez ici sur ces courbes, une acidémie qui va avoir plutôt tendance une augmentation de la PCO2 à contenu en CO2 constant. L'idée étant qu'on a effectivement un tamponnement de l'UA+, fruit de la fermentation lactique de la production de lactate, qui aboutit à la production d'eau et de CO2, une augmentation de PCO2. Autre élément important, c'est contenu en CO2 très hétérogène, avec, on l'a vu, ces variations, ces équilibres qui ne sont pas homogènes à l'échelon de l'organisme. Par ailleurs, une facilité de mesure de la PCO2, c'est ce qu'on a sur les gaz du sang, et une grande difficulté pour le contenu. Et cette constatation, on a une relation de proportionnalité sur des variations assez physiologiques de l'un par rapport à l'autre. Donc on se permet d'approcher le contenu en CO2 par la pression partielle en CO2 des gaz. Le gaz CO2, c'est quoi du coup? C'est au sens strict une différence de contenu qu'on approche par une différence de pression qui est plus facile à mesurer en pratique. La norme, c'est entre 2 et 5 mm de mercure, et on retient en seuil de normal, on parlera de gap CO2 augmenté au-delà de 6 mm de mercure. Avant de rentrer dans une approche plus numérique, je dirais, de la problématique, là on a une approche un peu pragmatique, on a une scène, 3 acteurs, avec un premier qui va varier, le débit cardiaque. On baisse le débit cardiaque de manière très intuitive, on baisse la clairance du CO2, parce qu'on apporte moins de CO2 à l'échangeur pulmonaire, donc il y a moins de capacité d'exfiltrer le CO2. La finalité de ça, c'est quoi? C'est une augmentation du contenu veineux en CO2, et donc une augmentation du gap CO2. Haute variabilité, cette fois c'est sur le métabolisme aérobie, on l'a vu. VCO2, c'est RVO2. Donc, moins de production d'O2, moins de consommation d'O2, toujours pardon, excusez-moi, donc moins de production de CO2. La finalité, c'est quoi? C'est une baisse du CO2 veineux, et donc plutôt une baisse du gap CO2. Avec, je vous l'ai mis, là aussi un rappel pour deuxième itération, et il y aura troisième itération, ça prendra du sens. Il y a une production anaérobie de CO2, mais qui est nettement moins importante que le défect de production lié à l'arrêt du métabolisme aérobie. Ensuite, l'équation de Fick, elle nous permet d'écrire une chose. Déjà, on parle du postulat que l'extraction de CO2 est égale à la production de CO2. La production de CO2, c'est la VCO2. Et cette VCO2, c'est en fait le produit du différentiel de contenu, enfin il est V2, avec le débit cardiaque. On l'a vu, on se le rappelle, on approche le contenu par de la pression, donc on écrit K delta PCO2 fois débit cardiaque est égal à VCO2. Et on arrive à cette équation d'expression de notre gap, où le gap CO2, la delta PCO2, c'est le quotient KVCO2 sur le débit cardiaque. Deux paramètres de variabilité, le débit cardiaque, qui est donc plutôt le numérateur, donc il y a une relation de proportionnalité inverse, quand le débit cardiaque baisse, le gap CO2 augmente, et le métabolisme aérobie, où là pour le coup c'est l'inverse, un métabolisme aérobie présent par l'augmentation de production de CO2 via l'augmentation de consommation d'O2, voire le gap CO2 augmente. On digère cette formule, elle est centrale, le gap CO2 c'est le quotient de KVCO2 sur le débit cardiaque. Comment on mesure ce gap? On a vu que c'était un différentiel de pression. Maintenant, où est-ce qu'on va faire nos gaps? Le vol standard, comme beaucoup de variables hémodynamiques, c'est le sang veineux mêlé, donc c'est un cathéter de soins de Gans avec un sang qu'on prend dans l'artère pulmonaire. En pratique, il y a des études qui sont intéressées à montrer la corrélation du gap mesuré en veineux central versus le gap mesuré dans l'artère pulmonaire. On a un biais moyen qui est très faible, des limites d'agrément qui sont resserrées. Donc, on se permet de dire qu'effectivement, il y a une bonne corrélation des gaps mesurés sur les deux paramètres veineux, avec une légère surestimation, mais qui est quand même très faible et peu pertinente techniquement, du gap CO2 mesuré en veineux central versus veineux mêlé. Autre paramètre intéressant mais plus anecdotique, on a pour les deux paramètres, sang veineux mêlé et sang veineux central, une corrélation au débit cardiaque, une corrélation qui est descendante, on l'a vu. Delta PCO2, c'est KVCO2 sur le débit cardiaque. Là aussi, on digère quelque chose. Globalement,
Idéalement, ça se mesure sur un cathéter de soins de danse. En pratique, ça se mesure très bien sur un cathéter veineux central. Et on en déduit notre mesure de gap CO2 avec, point important, une mesure simultanée pour que ce soit interprétable en artériel et en veineux. Ensuite, l'état de choc, on en a parlé un peu en introduction, a des répercussions avec le gap CO2. Et on commence par cette étude physiologique, une étude qui a été faite chez le chien, qui impose d'abord de comprendre les deux modèles. Un modèle d'ischémie-hypoxie, où vous avez, dans ce premier cas, une baisse du débit O2, qui est la résultante d'une baisse de la volémie. Vous baissez le débit cardiaque, vous baissez le débit O2, vous entraînez une ischémie. L'autre modèle, d'hypoxie hypoxique, vous avez une volémie qui est conservée, un débit cardiaque qui est conservé, mais vous faites une privation de la pression partielle en oxygène, et c'est par ce biais-là que vous baissez le débit O2. On a une souffrance, alors attention, effectivement, ça se lit de droite à gauche pour comprendre. On a un débit O2 plus important à droite qu'à gauche. Une extraction d'oxygène qui augmente de manière non différente dans les deux. La souffrance tissulaire induite par les deux modèles d'hypoxie est la même. Néanmoins, le gap CO2 ne va augmenter que dans le modèle d'ischémie hypoxique. La conclusion de ça, elle est double. Est-ce que le gap CO2 est un marqueur d'hypoxie? Non, parce qu'il a augmenté dans un modèle et pas dans l'autre. Par contre, le gap CO2 est un moteur d'adéquation du débit cardiaque, parce qu'effectivement, par inadéquation du débit, baisse du débit O2, on a une augmentation du gap CO2. On approche maintenant la macrocirculation avec l'impact ou l'intérêt qu'on aurait à monitorer ce gap CO2 en périopératoire. Cette étude-là, c'est des patients qui ont des chirurgies abdominales vasculaires, c'est une étude de cohorte prospective, et globalement, on étudie l'impact d'un gap CO2 augmenté, donc au-delà de 6, c'est une valeur qu'on avait vue, sur le périopératoire. Et ce que ça montre, c'est qu'avoir un gap CO2 augmenté, c'est être associé à plus de complications post-opératoires. Que le gap CO2 augmenté, c'est le meilleur outil pronostique, avec, vous voyez la courbe ROC la plus favorable, de survenue de complications post-opératoires. De même, c'est associé, un gap CO2 augmenté, à plus de défaillance d'organes post-opératoires. Autre étude, qui a l'avantage cette fois-ci d'être randomisée, où on opposait une stratégie restrictive versus conventionnelle à l'époque, un remplissage un peu plus important du 12 ml/kg, et un monitorage global avec lequel on avait notamment une mise en relief, une mise en lumière du gap CO2. Ce que ça montre, c'est que par rapport à la SCVO2, donc une approche assez classique pour évaluer l'oxygénation tissulaire, on n'a pas de différence sur les complications post-opératoires. Pas de différence à tous les temps opératoires, parce qu'effectivement, si vous regardez, il y a quelques points qui sont significatifs en termes de différence. Par contre, la différence pour le gap, on a les mêmes résultats, c'est plus marqué. Un gap CO2 augmenté, c'est plus de complications dans le post-opératoire. Pas tout à fait la même chose, mais pour autant, conclusion intéressante, chez des patients qui ont une SCVO2 normale, c'est des patients qui ne sont pas en choc septique, donc pas d'altération de l'extraction de l'oxygène, le gap CO2 augmenté, c'est plus de complications post-opératoires. Autre étude, quasi expérimentale, on est sur du avant-après, avec un niveau au-dessus. On a acquis l'idée que potentiellement le gap CO2 était associé à plus de complications post-opératoires, et on se pose la question de savoir si finalement vouloir le monitorer et le corriger en pérop, c'est associé à moins de complications, moins de défaillances, et peut-être même moins de mortalité. Donc on se pose la question du gap augmenté, ensuite on voit s'il y a des critères de précharge dépendance, s'il y en a, globalement on remplit, s'il n'y en a pas, on met plutôt des inotropes positifs pour augmenter le débit cardiaque via la contractilité du myocarde. Ce que ça montre déjà, de manière étonnante, c'est qu'il y a plus de noradrénaline dans le groupe d'optimisation. Peut-être que c'est un effet justement de changement de protocole, puisqu'on est sur du avant-après. Pas de différence sur les cristalloïdes, sur la débutane. Effet intéressant, une mortalité significativement diminuée à 90-180 jours, c'est pas significatif à 30 jours, et une courbe de suivi significativement différente, avec une survie améliorée pour les patients à qui on s'est évertué à corriger le gap CO2 augmenté sur le périopératoire. Deuxième étude, là aussi randomisée, où on propose un protocole qui, dans un premier temps, s'intéresse à la SCVO2 et qui, dans le cas d'une SCVO2 normale, cherche à voir si le débit cardiaque est adapté. Même conclusion, débit cardiaque adapté, précharge dépendance, remplissage, débit cardiaque inadapté, ou débit inadapté, inadapté, précharge dépendance, remplissage, débit inadapté par le gap CO2 augmenté, pas de précharge dépendance, on met plutôt des inotropes positifs. Ce que ça montre déjà, c'est que le gap CO2 est diminué quand on a une stratégie d'optimisation en péri- et post-opératoire. Ça tombe bien, c'est ce qu'on cherche à faire. Pour la SCVO2, elle est plutôt augmentée sur le post-opératoire quand on a optimisé nos patients. Quand on cherche, parce que ce n'est pas une donnée qui est mise en exergue de manière facile dans l'étude, on n'a pas de grosse différence, on n'a pas de différence sur la noradrénaline, on a par contre
et c'est plutôt normal puisque c'est proposé dans l'algorithme, plus de dobutamine dans le groupe d'optimisation où on avait un débit inadapté sans critère de précharge dépendant. La finalité, c'est quoi? C'est pas de différence en faveur de l'adaptation au gap CO2 sur les complications post-opératoires. C'est néanmoins une durée de séjour un peu diminuée lors de la demi-journée qui est peu pertinente sur le plan clinique. Une petite conclusion intermédiaire. Le gap CO2 augmenté est probablement un marqueur de complications post-opératoires, probablement associé à des dysfonctions d'organes. Attention à la SCO2 qui, par elle-même, n'a pas valeur suffisante pour justement prédire de complications et de défaillances post-op. Et on peut se poser la question, mais rien n'est prouvé, que optimiser, corriger le gap CO2 en péropératoire pourrait améliorer nos patients. Deuxième niveau de question, le gap CO2, on l'a démontré, c'est pas un marqueur d'hypoxie. CF, l'étude de physiologie où on avait l'hypoxie hypoxique et l'ischémie hypoxique. Par contre, on a, et je vous l'avais promis, une réflexion à avoir sur la production anaérobique de CO2. Globalement, si on prend ce rapport de VCO2 sur VO2, au sens strict, il doit être inférieur à 1. Parce que c'est la consommation d'O2 qui entraîne une production de CO2. Donc les deux sont liés par ce rapport-là. La production de CO2 ne peut pas excéder la consommation d'O2. Sauf s'il y a une production de CO2 autre, via l'anaérobiose, qui va donc rendre ce rapport supérieur à 1. Il y a une petite manip d'équation qui repose encore une fois sur les lois de Fick. Globalement, on peut arriver à écrire que ce VCO2 sur VO2, c'est aussi le gap CO2 sur la différence artériovéneuse en oxygène. Donc on peut parler de gap CO2 indexé à la DAVO2 et l'étudier dans sa variabilité. Et quand il devient supérieur à 1 par la production anaérobique de CO2, devient pour le coup un marqueur possiblement d'hypoxie. Une étude de cohorte rétrospective chez des patients plutôt médicaux. On voit que ce gap CO2 indexé est le meilleur prédictif d'hyperlactatémie chez nos patients. Avec, pour un gap CO2 indexé augmenté, au-delà d'une valeur seuil choisie à 1,4, une survie significativement moins bonne. La SCVO2, on est sur le 1 sur 2, c'est absolument pas discriminant pour prévenir l'hyperlactatémie de nos patients. Donc, est-ce que le gap CO2 est un marqueur d'hypoxie? Non. C'est un marqueur d'adéquation des débits cardiaques. Est-ce que le gap CO2 est un marqueur d'hypoxie quand il est indexé? Oui. Et attention à la SCVO2, la SCVO2 qui, elle, à elle seule, n'a pas de valeur discriminante. On est dans une réanimation qui traite de patients neurolésés, donc est-ce qu'on peut adapter nos constatations macrocirculatoires à la circulation neurologique? Étude physiologique sur des cochons, où on va avoir une baisse du débit sanguin cérébral par une augmentation de la pression intracrânienne. Là aussi, ça se lit de droite à gauche. Vous avez la PDIO2, donc l'oxygénation du tissu cérébral. Et première constatation, la DSJO2, le différentiel de pression en oxygène artère veineuse jugulaire, qui a tendance à augmenter. Une autre façon de le dire, c'est que la consommation en oxygène augmente, on a une souffrance tissulaire, ou que la pression veineuse jugulaire, elle, diminue. Donc le fait que le différentiel avec l'artère augmente. Deuxième niveau d'analyse, le gap CO2. Le gap CO2 augmente, on a une baisse du débit, tout ça est cohérent. Le gap CO2 indexé, marqueur d'hypoxie, lui aussi augmente. Premier niveau d'attention, on a un niveau de base aux alentours de 10. Il y a un mot des auteurs là-dessus. On avait dit seuil maximal à l'échelon macrocirculatoire, 6. Ici, on est plutôt sur un niveau plus élevé de base, probablement lié au fait que le système nerveux central, le système nerveux, a un métabolisme de base supérieur au reste de l'organisme. Ensuite, on a une discussion sur le point d'inflexion des courbes. Globalement, la courbe de gap CO2 monte avant la courbe de gap CO2 indexé. Ça relève de quoi? Ça relève de l'autorégulation. On a une pression de perfusion cérébrale qui est maintenue un certain temps, globalement entre 10 et 20, malgré la baisse du débit cardiaque. Par contre, il y a un moment où on passe un débit d'O2 critique où, malgré l'adaptation, il y a une rupture finalement de cette autorégulation et on a une souffrance hypoxique, une souffrance de notre tissu cérébral. Avec, là aussi, une façon un peu différente d'exprimer les choses, on a la CMRO2, donc globalement la consommation en oxygène, la production de CO2, qui va baisser pour la production d'O2 puisqu'elle est plus apportée de par le débit. En regard, une VCO2 qui diminue, il y a une question qui se pose. La VCO2 diminue, mais on vient de dire que le gap CO2 augmentait. Il y a justement un effet débit sous-jacent qui est important. Delta PCO2, on l'a vu, c'est KVCO2 sur le débit cardiaque. Or, l'augmentation de débit est liée certes à une baisse de KVCO2, mais surtout plus que ça, parce que ça donnerait l'effet inverse, à une baisse encore plus marquée du débit cardiaque.
Donc on a une augmentation du gap CO2 par la baisse du débit de perfusion cérébrale, une rupture de l'autogulation et une souffrance ischémique. Deuxième étude qui est plus clinique que physiologique, des patients neurolésés, où on va séparer les morts encéphaliques précoces de moins de 48 heures des survies précoces au-delà de ces 48 heures. Les patients qui, dans la mort encéphalique précoce, sont très graves, vous voyez, 60% sont en binéase bilatérale aréactive. Ce que ça montre, c'est que le gap CO2 indexé, quand il est augmenté, est le meilleur prédictif, le meilleur prédicteur de mort encéphalique à 48 heures, et que l'étude de la SVJO2, là aussi, est à la compte d'équivalence de 1 sur 2, donc n'est absolument pas discriminée. On a ce qu'on vient de dire ici, pas tout à fait la même chose, pardon, un gap CO2 indexé qui est significatif, c'est le marqueur d'hypoxie. Un gap CO2 non indexé, qui lui n'est pas significatif, mais ce n'est pas un marqueur d'hypoxie, c'est un marqueur d'adéquation du débit. Dernier niveau de discussion, les seuils utilisés. En fait, pour le groupe survie précoce, on a un gap CO2 minimal qui est aux alentours de 12. On retrouve ce qu'on avait vu chez nos amis cochons, où globalement on avait une norme qui était aux alentours de 10, qui reste supérieure à l'échelon macrocirculatoire qu'on a vu antérieurement. Un seuil de positivité supérieur proposé par l'analyse du cours de Roch, au-delà de 20 de gap CO2 cérébral, probablement que le débit effectivement est élevé. Ensuite, l'ERQ, c'est le terme qui est utilisé pour définir le gap CO2 indexé. On a une norme encéphalique précoce avec un maximum à 3,7, donc plutôt augmenté, et une norme proposée de 2,3. Et de cette norme proposée de 2,3, les auteurs proposent hypoxie cérébrale irréversible, avec une norme encéphalique très probable, au-delà de 2,4. Là, on est sur des seuils macrocirculatoires pour parler d'hypoxie, entre 1,4 et 1,8 selon les études. Des questions de pose en neuroréanimation sur le choix des seuils, qui sont très probablement pas les mêmes, compte tenu du métabolisme de base du système nerveux central qui n'est pas parfaitement comparable au reste de l'organisme. Et là encore, toujours un peu la même conclusion, attention à la SVJO2, qui par elle-même n'a pas valeur prédictive de beaucoup de choses sur la survie de nos patients. Conclusion et question, on a vu plusieurs choses, qu'on le mesurait de manière simultanée en artère et en veineuse centrale, et pas forcément avec un critère d'Avance-Wenkrandt. Le gap, c'est une adéquation du débit. Le gap indexé, c'est un marqueur d'hypoxie, même titre que le lactate. On a des perspectives qui peuvent exister sur l'utilisation de ce gap CO2 sur, d'une part, une réponse juste qualitative à la précharge dépendance, au remplissage. Oui, un gap CO2 variable peut marquer la précharge dépendance, et au-delà de ça, au-delà de pouvoir la marquer, il y a un caractère quantitatif à ça. Non seulement ça va marcher, mais en plus ça va très probablement parfaitement bien marcher. Et l'application à la neuroréa, c'est l'intérêt pronostique de ce gap indexé et l'étude potentielle du delta de TCO2 sous réserve qui ne soit pas fortement corrélé à la survie, au même titre que la SVJO2. Un algorithme pour vraiment absolument terminer, on a un état de choc, donc un gap indexé augmenté, une hyperlactatémie, on regarde la SCVO2, et déjà, pour les deux, on se retrouve dans une situation où le débit n'est pas adapté puisque le gap est augmenté. Ben, on se pose la question de la précharge dépendance. Si elle existe, on en fout. Si elle n'existe pas, on met des inotrins. Ensuite, sur une SCVO2 qui est plutôt abaissée, donc avec une extraction augmentée, en fait, la question est de voir éventuellement la saturation pour se dire si c'est un défaut de transport ou un défaut d'apport en oxygène. Et si on a un gap CO2 qui est adapté avec une SCVO2 qui est normale, sans défaut d'extraction, mais pour autant une hyperlactatémie, donc estimale d'hypoxie tissulaire, il faut s'intéresser à la microcirculation pour voir si un macrohémodynamique stabilisé persiste des anomalies microcirculatoires. Retour sur le cas clinique, parce qu'effectivement c'était le sujet de débat princeps. On a maintenu la dobutamine, pourquoi? Parce que on avait, alors je ne sais pas pourquoi les gaz disparaissent, mais peu importe, plutôt des paramètres d'hypoxie qui sont en limite. On a une hyperlactatémie un gap indexé qui est à 1,4, une SCVO2 légèrement abaissée, mais un débit qui, pour le moment, n'est pas encore parfaitement adapté aux besoins métaboliques de la patiente, sans critère de précharge dépendante, plutôt bénéfice attendu au maintien de la dobutamine. Merci pour votre attention.